Il y a un peu plus d'un mois, il était sur ce plateau, alors que la Côte d'Ivoire bouillonnait avant la marche du Front commun de l'opposition et que l'exclusion programmée de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam de la présidentielle du 25 octobre était en marche. Il avait tenu à interpeller solennellement le président ivoirien Alassane Ouattara, à lui demander de faire le geste qui sauvera la paix au pays d'Houphouët-Boigny. Mais il n'a pas été entendu, manifestement. Robert Bourgi est de retour sur le plateau de Décrypter l'Afrique pour évoquer les derniers développements de l'actualité politique ivoirienne et évoquer des pans d'histoire. Cet avocat et conseiller politique sénégalo-libanais devenu français, monsieur Afrique de la droite française pendant des années, qui a vécu et enseigné en Côte d'Ivoire et a été au cœur de la grande crise de 2002 à 2011, ne veut manifestement pas se taire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa notre programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Vous pouvez également suivre cette quotidienne sur ses pages Facebook et TikTok, dont les liens sont disponibles en description de cette vidéo pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour Norbert Navarro. Bonjour C'est Théo. ensemble que nous interviewerons Robert Bourgi. Bonjour Robert. Bonjour Bourgi. Théo. Merci de revenir sur notre plateau. Alors, Robert Bourgi, le couperet du Conseil constitutionnel ivoirien est tombé. Chantal Camara, la présidente de cette juridiction, a expliqué pourquoi Tidiane Thiam était exclu de la course à la présidentielle ivoirienne. Des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité, considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas. Que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Chantal Camara a fait de même pour Laurent Gbagbo. Il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant aussi que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro de lecteur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, rejoint et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Je rajoute que c'est l'arme fatale des parrainages dont le décompte est remis en question par les victimes qui a barré la route à des candidats comme Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, et l'étoile montante de la politique ivoirienne Antoine Assalé Thiemoko. Robert Bourgi, vous êtes un homme de droit, vous avez enseigné le droit à Abidjan et certains membres ou salariés ou experts du Conseil constitutionnel ont pu être vos étudiants. Comment lisez-vous cette décision qui consacrera l'exclusion des principaux partis de l'opposition ivoirienne? Je vous remercie Théo de me poser cette question. En tant que juriste, j'ai le plus grand respect, on doit avoir le plus grand respect pour un Conseil constitutionnel. Mais, ayant écouté le 8 septembre, Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, énumérer les raisons pour lesquelles elle écartait les candidatures d'un ancien président de la République,
d'un ancien Premier ministre, d'un homme éminent comme Tidjane Thiam et tant d'autres, j'ai ressenti, et je pèse mes mots, un profond dégoût pour les propos qu'elle a tenus. Un esprit sensé peut-il croire que Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Afine-Guessant et Tiemoko aient pu commettre des maladresses lorsqu'ils sont habités par la volonté de se présenter à la présidentielle du 25 octobre? C'est du n'importe quoi, Madame Camara. C'est du grand guignol. J'ai ressenti un profond dégoût. C'est à en pleurer, Théo. Mais elle était là pour, pardonnez-moi l'expression, Théo, pour servir la soupe à un candidat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, candidat lui aussi pour la présidentielle du 25 octobre 2025 et qui est barré par l'article 55 de la Constitution. Mais dans quel pays sommes-nous pour que l'on s'arrête à des prétendues irrégularités, défauts de parrainage, quand il est criant que l'actuel président de la République n'a aucun droit légitime ou constitutionnel de se présenter à l'élection présidentielle? C'est du n'importe quoi. Je le dénonce de la manière la plus claire qui soit. Alors, c'est fait, c'est dit, c'est très clair. Avez-vous des conseils à donner aux opposants ivoiriens aujourd'hui, ceux qui ont été exclus et qui se trouvent donc hors jeu, en tout cas jusqu'à la fin de ce processus présidentiel, et ceux qui ont été autorisés à concourir? Faut-il boycotter? Faut-il quand même y aller? Je vais commencer par une note d'humour. L'humour et le droit se marient quelquefois. Mais là, l'humour et le droit se marient tragiquement. Grâce au droit que prétend connaître Madame Camara, nous allons avoir le 25 octobre 2025 sur la ligne de départ de la présidentielle une Bugatti Chiron qui développe 1000 chevaux, conduite par un pilote chevronné, atteint par la limite d'âge, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et qui va disputer la course concurrencée par 4 2 chevaux, pilotés par Simone Eivé, piloté par Awa Don Melo, piloté par Jean-Louis Billon et piloté par Henriette Lagou. On a envie d'en pleurer au lieu d'en rire, Théo. Donc pour vous, c'est bouclé? Alassane Ouattara a déjà gagné? Je réponds, c'est la première partie de ma réponse. J'imagine difficilement, je juge même cela impossible, que les candidats qui sont des poids lourds de la politique ivoirienne puissent rester les bras croisés devant pareille injustice. Comment voulez-vous que le peuple ivoirien puisse accepter que ces poids lourds restent tranquillement assis à regarder ce qui va se passer le 25 octobre 2025? Ces mêmes poids lourds qui ont fait descendre dans la rue le 9 août dernier 1 million de personnes qui ont manifesté rendant leur hommage de manière extrêmement pacifique.
je ne serais pas étonné, que d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, ces hommes puissent manifester leur mécontentement. Je ne les vois pas assis au coin du feu, à fumer leurs cigarettes, à mâcher leur tabac. Non. Théo, je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Alors, Robert Bourgi, vous êtes sénégalais. Je suis sénégalais, fier de l'être. Et pour barrer la route à Abdoulaye Wade, qui voulait faire un énième mandat, les Sénégalais se sont servis de Macky Sall, un de ses anciens lieutenants. Et puis, pour barrer la route à Macky Sall, les Sénégalais se sont servis de Bassirou Diomaye Faye. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à en tirer pour les politiciens ivoiriens? C'est-à-dire, cette énergie qu'on a vue au mois d'août lors des grandes manifestations de l'opposition, est-ce qu'elle ne peut pas être déportée sur X ou Y dont les exclus se serviraient pour se remettre au centre du jeu? Théo, interroger ces millions d'Ivoiriens qui sont des fidèles de ceux qui ont été exclus de la présidentielle. Si cela leur disent faites X ou Y, ils le feront. Donc tout est entre leurs mains, d'une certaine manière. Je pense simplement à deux hommes. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Un seul mot d'ordre donné par ces deux hommes pourrait amener la Côte d'Ivoire vers des zones que aucun de nous ne souhaite aujourd'hui. Ce serait l'aventure. Mais je suis certain, n'ayant parlé ni à l'un ni à l'autre, je suis certain qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Et j'imagine, je ne vois pas qui, aujourd'hui, serait à même de les remplacer le 25 octobre prochain. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple sénégalais. Avez-vous des informations sur la réception de cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien en France? On n'a pas l'impression que dans la classe politique française, où il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on a eu le même jour la chute de François Bayrou et 2 jours après les grandes manifs du 10 septembre, on n'a pas l'impression que beaucoup au sein de la classe politique française se soucient, par exemple, du sort de Tidiane Thiam, dont on avait dit, peut-être à tort, qu'il était proche d'Emmanuel Macron. Théo, détrompez-vous. Il est vrai que la situation nationale, la situation en France, est extrêmement compliquée. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que tant à gauche qu'à droite, j'ai des interlocuteurs de premier ordre. Je n'en ai pas eu un seul qui ne soit pas inquiet de ce qui pourrait se passer en Côte d'Ivoire après la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre. Tout le monde est inquiet. J'imagine difficilement, je ne le connais point, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, mais je sais qu'il entretient des relations permanentes avec des hommes ou avec un homme qui est de mes amis, de mes plus proches amis. Je m'en suis ouvert à cet homme. Je lui ai dit mon inquiétude et il a partagé mon inquiétude. Et vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui. Mais justement, c'est à ce sujet que Norbert voudrait vous interroger. Oui, Robert Bourgi, vous êtes ami de Nicolas Sarkozy, vous êtes toujours en prise directe avec les affaires de la France qui concernent l'Afrique, vous voyez beaucoup de monde. Alors, votre ami Nicolas Sarkozy, que dit-il? Vous dites qu'il est inquiet de la décision du Conseil constitutionnel, il vous l'a dit? Norbert,
Pas plus tard qu'hier, nous avons échangé. Pas plus tard qu'hier. Les jours précédents, je m'en suis ouvert à lui. Il est évident qu'un homme responsable au fait de la grande politique ne peut pas rester insensible à un pays qu'il a marqué de son empreinte il y a 15 ans. Oui, mais il est très ami d'Alassane Ouattara. Il est très ami du président Alassane Ouattara, mais il ne placera jamais l'amitié qu'il a pour le président Ouattara au-dessus de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Il y a une quinzaine d'années, il est intervenu de la manière que j'ai décrite en détail. Il ne m'a rien dit, mais je sais remplacer les points de suspension lorsque je parle avec le président Sarkozy. Il n'agira pas aujourd'hui de la même façon. Et si Nicolas Sarkozy n'agira pas de la même façon, j'imagine difficilement un de ses successeurs agir autrement. Tout le monde est inquiet, Norbert. En fait, en réalité, ils n'ont pas besoin d'agir, puisque le fait est qu'Alassane Ouattara est là, il a le pouvoir, donc ne pas agir, c'est l'aider. Ils ne vont pas Théo, quand même le renverser. Théo, il n'y a plus d'armée française en Côte d'Ivoire. Donc, attention. 2, si erreur il y a eu dans le passé, d'un côté comme de l'autre, elles ne se renouvelleront pas. Ils feront tout pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et Laurent Gbagbo a mûri, a réfléchi, a amplifié sa sagesse, et le président Sarkozy sait ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Et le monde a changé en 15 ans. Aujourd'hui, on est à l'écoute de ce que pense la jeunesse. On est à l'écoute de ce que pense la population de la Côte d'Ivoire. Et Théo, de la même manière que vous, que Norbert et que moi, nous nous intéressons à ce qui se passe dans le monde, vous n'allez pas me dire que ces millions de jeunes qui sont aux côtés de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, n'ont pas médité ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui vient de se passer récemment au Népal. Nous sommes à l'époque de l'instantanéité de l'information, Théo. Tout cela, j'échange au moins une centaine de fois par jour avec des gens de Côte d'Ivoire, avec des Ivoiriens de France. Et ce qu'ils me disent nourrissent mon inquiétude. Et l'inquiétude qui naît en moi, je ne la garde pas pour moi, Théo. Je la diffuse intramuros, c'est-à-dire en France. Et mes interlocuteurs partagent mon inquiétude. Et il y a des dizaines de milliers de Français en Côte d'Ivoire. Il y a des intérêts énormes en Côte d'Ivoire. Et un homme comme le président Hollande est à l'écoute. Un homme comme Mélenchon est à l'écoute. Un homme comme M. Lecornu, le nouveau Premier ministre, est à l'écoute. Un homme comme le président Sarkozy est à l'écoute. Et encore plus le président de la République française. Et n'oubliez pas quand même l'importance politique qu'a conservé le président Sarkozy, malgré quelques ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. on lui connaît. Qu'on lui cause, ou qu'on lui connaît, vous n'êtes pas le juge. Mais hier matin, il a reçu à 9h du matin Gabriel Attal, qui est loin d'être un homme de l'UMP ou des Républicains. Quelques heures après, il recevait le nouveau Premier ministre. Il a gardé son influence et il a trouvé une petite place, mais toute petite, pour échanger avec Robert Bourgi.
voyez, pas plus tard qu'hier. Et il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Ouais. Ouais, mais là... Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus. Ouais. Oui. Mais alors, il vous en a fallu beaucoup, si je peux me permettre, Robert Bourgi, parce que, tenez, prenez votre ami Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises. Il a dit à son ami Alassane Ouattara qu'il fallait faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il le lui a dit, il le lui a conseillé. Alassane Ouattara ne l'a pas faite. Pour quelle raison, selon vous? Je vois, Norbert Navarro, on n'en a jamais parlé. Je vois que vous êtes un homme informé. Sinon, vous ne seriez pas à la place qui est la vôtre aujourd'hui et depuis des années. Oui, Nicolas Sarkozy a conseillé à Alassane Ouattara de faire la paix avec Laurent Gbagbo. Il n'a jamais accepté de le faire parce que... C'est également lui qui a conseillé d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. Hein. S'il vous plaît, Théo, je l'ai assez dit. Les temps ont changé. Le président Sarkozy avait un mandat des Nations Unies. Et il a fait un mandat des Nations Unies. Et aux côtés de l'Union européenne et d'autres puissances occidentales, il a fait ce qu'il a fait. Bon, il a vitrifié Laurent Gbagbo. Je l'ai dit. Mais avez-vous vu un seul démenti du président Sarkozy de mes propos? Non, bien sûr, mais... De mes propos, un seul démenti. Donc là, vous nous dites aujourd'hui que sa position et son opinion a changé. Non, je n'ai pas dit que son opinion avait changé. J'ai dit qu'il ne placera pas, en cas de trouble, il ne placerait pas l'amitié réelle, certaine, vérifiée qu'il a pour le président Ouattara au-dessus de l'intérêt du pays, de l'intérêt des Ivoiriens et de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Monsieur, le président Sarkozy est un homme responsable. Ouais. Bon. Et puis, comme Théo vous le fait remarquer quand même, donc il y a un mois ici, vous avez lancé une véritable supplique à Alassane Ouattara pour qu'il organise une élection présidentielle inclusive et régulière. Bon, maintenant, on a vu le résultat, vous êtes déçu, vous êtes remonté contre Alassane Ouattara, il ne vous a pas entendu. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que, par hasard, il aurait peur de ses opposants, selon vous? Écoutez, il n'y a pas d'autre raison. Ouais. Il n'y a pas d'autre raison. Il a peur, il a vraisemblablement peur d'avoir d'autres Bugatti que la sienne sur la ligne de départ. Vraiment. Sélectionner les 4 autres et éliminer les poids lourds, c'en est ridicule. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je dirais même mieux, en dehors de l'éternel, personne n'est sûr de ce qui pourrait se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir en Côte d'Ivoire. Mais si par malheur les choses devaient mal se dérouler, que des troubles éclataient, Alassane Draman Ouattara et Chantal, comment s'appelle-t-elle? Camara répondraient devant l'histoire, répondraient devant les Ivoiriens et répondraient devant la mémoire collective du pays. Mais j'irai jusque-là. Et je voudrais, s'il vous plaît, ne pas terminer ces propos que l'on pourrait juger de belliqueux. Non, ce sont des propos pensés, responsables, raisonnés.
Et je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à une propriétaire de 2 chevaux qui s'appelle Simone Eivé. J'ai eu des contacts qui m'honoraient avec Simone du temps où elle était la première dame de Côte d'Ivoire. J'ai vu sa gloire et j'ai vu sa tristesse, son triste sort lorsqu'assise sur le bord du lit, bousculée, Le 11 dépoitraillée, avril 2011. le cuir chevelu déchiré. Comment peut-elle oublier? Comment, Simone, peux-tu avoir oublié cette image qui fend le cœur de millions et de millions d'Ivoiriens? Et que lui reprochez-vous? D'avoir chanté la gloriole du Conseil constitutionnel qui venait de piétiner, de bafouer les droits les plus élémentaires de son ex-mari, de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de Pascal Afine-Guessant, de Tidiane Thiam. Et je lui dis, Simone, tu as été l'icône de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Redeviens vite ce que tu as été, c'est-à-dire une combattante de la liberté. Retrouve tes compagnons de route et renonce à être candidate, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai regardé ces derniers jours des dizaines et des dizaines de TikTok où les garçons et les filles pleuraient maman Simone, ne comprenaient pas la gloriole prononcée par elle du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Ressaisis-toi, Simone. Robert Bourgi, vous parlez du 11 avril 2011, mais on peut également parler du 17 juin 2021, où Laurent Gbagbo, retrouvant cette femme qui avait donc été dépoitraillée et les cheveux coupés, arrachés, l'a humiliée. On peut dire que c'est match nul et se dire qu'on peut jeter la rancune à la rivière et finalement que Laurent peut retrouver Simone et l'aider à devenir présidente. Non, j'ai une chose à... Théo, je suis surpris d'ailleurs que vous réagissiez comme cela. Il y a des scènes... Théo n'est pas le seul en Afrique à réagir comme ça. Non, doucement. Quand il s'agit de l'intérêt supérieur du pays, on oublie les histoires. On peut retourner cet argument Non, et le dire à Laurent Gbagbo. On doit oublier les histoires de famille. Dans les deux sens. Non, oui. on ne peut oublier les histoires de famille. Est-ce que vous... Si Gbagbo soutient Simone, elle peut gagner. Puisque c'est Gbagbo. Jamais. J'imagine difficilement, Théo, vous voulez me faire dire quelque chose que je vais dire. Oui. Ils feront tout pour être candidats. Je les imagine difficilement, je vous dis, restant dans un fauteuil, se croisant les bras. Non. Ça ne serait plus que Gbagbo. Mais il serait candidat par procuration, via un proxy. Attendez, c'est très intéressant. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 25 octobre prochain? S'il y a des troubles, il n'y en aura pas. Ah oui. S'il y a des troubles. Parce que, Norbert Navarro, si vous m'avez invité, si j'ai accepté, c'est pour vous tenir le langage qui a toujours été le mien, le langage cash, comme disaient les jeunes. Si j'ai prononcé cette phrase tragique, que Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et Chantal Camara répondront devant l'histoire, c'est que je pressens, je sens, j'imagine, et je les vois venir, les troubles, si jamais on continuait à écarter ces hommes de la présidentielle. Alors, notre premier entretien, Robert Bourgi, a eu un certain écho, parce que là, vous parlez de troubles. Et je vous demande, est-ce que ce premier entretien et les prises de parole que vous avez eues ont permis
de nouer le dialogue entre certains acteurs. Et à votre avis, qui pourrait avoir l'autorité morale nécessaire pour engager un ultime dialogue? Parce qu'on peut difficilement se résoudre à une nouvelle crise. Peut-être que dans une sorte d'ultime grâce, la Côte d'Ivoire peut être épargnée. Comment? Votre question illustre magistralement la sagesse africaine. Un de mes interlocuteurs, hier, qui a joué un rôle éminent dans ce pays, qui n'est pas le président Sarkozy, il m'a dit, tu vois, Robert, dans ce qui manque aujourd'hui en Afrique, je lui dis quoi? Il me dit, c'est un sage, un doyen, comme le fut Omar Bongo Ondimba. Ah, si Papa Omar était encore de ce monde, je pense qu'il serait intervenu pour demander à son fils, Alassane Dramane Ouattara, de revenir à de meilleurs sentiments et de revenir à un esprit démocratique. Aujourd'hui, il n'y a plus de doyen, hélas. Mais, pardon, mais Alassane Ouattara a 83 ans. Vous pensez qu'il n'a pas les réflexes d'un bon chef africain? Vous le reprochez quoi? S'il avait les réflexes d'un bon chef africain, il aurait réagi, à ma supplique, et il n'aurait pas fait en sorte de faire pression sur Mme Camara pour prononcer l'exclusion des poids lourds de la politique ivoirienne. Mais alors pourquoi le fait-il, à votre avis? Quelles sont les raisons qui le poussent? Son goût immodéré pour le pouvoir absolu. Ouattara ne veut pas partager. Il veut le pouvoir. Et c'est tout. Je ne me suis pas adressé simplement, Norbert Navarro, à Alassane Ouattara. Je me suis adressé aussi à son épouse, qui est une amie, et que je considérais comme une petite sœur. Dans ce qui se passe aujourd'hui, j'ai perdu aussi une petite sœur. J'ai demandé à Dominique Ouattara, de la manière la plus claire, la plus publique qui soit, Dominique, use de ton influence auprès de ton mari. Je n'ai pas été écouté. Je pensais l'être. Je dois avouer que je pensais l'être. Je n'ai point été écouté. J'ai perdu un frère et j'ai perdu une petite sœur. Et justement, est-ce qu'elle n'a pas peur, Dominique Ouattara, de l'avenir? C'est une femme d'affaires qui pourrait perdre beaucoup de choses si l'histoire se retournait. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de rassurer des personnes qui se disent que, notamment vu la manière dont elles sont arrivées au pouvoir, que les représailles pourraient leur coûter cher si elles venaient à quitter à ne plus avoir cette protection? On sait également que l'agence immobilière AICI de Dominique Ouattara fait l'objet de poursuites judiciaires, d'ailleurs en rapport avec les biens mal acquis et votre papa Omar Bongo. Tout cela fait que le pouvoir est une sécurité. Théo, vous entrez dans un domaine où je ne m'aventurerai pas. Je me suis contenté de dire, de citer des pays, la Tunisie, la Libye, le Népal, l'Égypte, le Népal récemment et la Syrie. Où est Madame Assad? À Moscou. Où est Ben Ali? Il est mort, oublié de tous, en Arabie Saoudite. Où est le Libyen? Crucifié. Où est Moubarak? Il a fini dans une cage en fer. Le Sphinx Moubarak. Un mois auparavant, dans le même voyage, il déjeunait à la Maison-Blanche, il dînait à Buckingham Palace, il déjeunait à l'Élysée, il se retrouve derrière des barreaux. Oh là là. Aujourd'hui... Une fois de plus, vous citez des exemples tragiques, mais pas l'exemple du Sénégal. Les Sénégalais ont toujours pu sortir de leurs impasses par la démocratie. Qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour faire ça? N'oubliez pas qu'Ousmane Sonko et Diomaye, plutôt Ousmane Sonko,
que je n'ai jamais rencontré, hein, mais pour lequel, et je le dis au président Macky Sall, je lui dis, tu sais, j'ai de l'estime pour ce garçon. C'est vrai, il a du charisme, il en impose. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Ousmane? Il a jeté dans la rue des centaines de milliers de jeunes. Il Il y a eu 80 morts, hélas, et des milliers de blessés. Et il allait aux élections. cela a beaucoup joué dans la décision de Macky Sall de ne pas faire un troisième mandat. Cela a beaucoup joué. Alors, Robert Bourgi, durant les années... C'est pour ça que je pense comment réagirait le président Ouattara s'il devait y avoir des troubles. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des troubles, elle a connu des milliers de morts, hélas. Vous savez ce que j'ai envie de dire à la fin de mon propos? Seigneur, omniscient et omnipotent, veille sur la Côte d'Ivoire. J'ai peur, j'ai très peur. Alors, est-ce que ça vous rappelle les fantômes du passé, les années 90, le concept d'ivoirité? Vous en avez été le témoin privilégié. Alassane Ouattara, à cette époque, en avait été la victime. Aujourd'hui, avec le recul et avec ce qui vient de se passer, l'élimination de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo notamment, est-ce que vous portez le même regard sur Alassane Ouattara, victime hier? Je suis étonné qu'Alassane Ouattara ait oublié que lorsque le président Bédié lançait à la figure de Ouattara l'ivoirité, c'est Laurent Gbagbo qui lui a permis d'être candidat. Je me trompe? Article 48 de la Constitution. Voilà, je me trompe. Mais je dois quand même, je ne sais pas, peut-être que demain matin, je ne me réveillerai plus. L'Éternel m'ayant rappelé à lui. Lorsque le président Houphouët-Boigny s'en est allé, le président Alassane Ouattara, Premier ministre, voulait aller contre la constitution ivoirienne qui faisait d'Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Article 11. Laurent Donafologo l'a assez expliqué, mais j'ai une confidence à vous faire. Il y en a un qui pourrait aujourd'hui me démentir, mais il ne le fera pas parce que c'est la vérité. Le président Mitterrand avait fait consulter Jacques Foccart parce que Laurent... Alassane Ouattara. Non, Henri Konan Bédié. le conseiller Afrique, je viens de donner Bruno Delay, conseiller Afrique de Mitterrand, que je voyais 2 fois par semaine. Mitterrand avait demandé à Bruno Delay, prenez l'avis de Jacques Foccart, qui était extrêmement lié au président Houphouët-Boigny, comme tout le monde le sait. Et Foccart avait dit au président Mitterrand, via Bruno, c'est au président Bédié que revient la présidence, parce que le président Houphouët-Boigny avait toujours dit à Foccart, c'est lui mon successeur, et pas Philippe Yassé. Oui. Mais justement, que penser... Et c'est pour cela que Foccart voyait, pour ainsi dire, jamais Alassane Ouattara. Mais que penser C'est important cette information. Bien sûr. Oui, ben justement. Mais comment le voyait-il, l'avenir constitutionnel de son pays, le premier président de la Côte d'Ivoire? Que disait-il à M. Foccart à l'époque? Si vous le savez. Enfin, vous étiez quand même en première ligne. Je le savais. Il n'y a jamais eu de contact entre Ouattara et Foccart. Entre Ouattara et Foccart. Lorsque Foccart venait en Côte d'Ivoire, il voyait Houphouët, il voyait Dupuis, bien entendu. Ambassadeur de France. Il allait voir le président Bédié, et une fois, à son âge, il était déjà parkinsonien. Je suis monté dans la voiture avec M. Foccart, nous sommes partis de l'hôtel Ivoire,
et nous sommes allés voir Bédier, président de l'Assemblée nationale, à Daoukro. Et que Dieu ait son âme et qu'il ait en sa sainte grâce, le président Bédier avait dit à Foccart, Jacques, c'est loin Daoukro. Je rentre à Abidjan et je viendrai vous voir à l'Hôtel Ivoire. Et Foccart de lui dire, Monsieur le Président, c'est à moi de venir vous voir à Daoukro. Et pourtant Ouattara était là. En fait, cette histoire signifie C'est important. que Ouattara, d'une certaine manière, a trahi au fouet en voulant s'imposer, alors qu'il savait bien. Je ne peux pas dire qu'il l'ait trahi ou pas. Il y avait quand même, aux côtés du président Ouattara, du Premier ministre Ouattara, une fidèle d'entre les fidèles d'Houphouët-Boigny. C'est Dominique Ouattara, d'une fidèle entre les fidèles. Si aujourd'hui on doit désigner le fidèle, c'est bien Dominique Ouattara. Et pourtant, aujourd'hui, à travers mes propos, j'ai perdu une petite sœur. Alors, oui, mais alors, à votre avis, si on vous suit bien... Suivez-moi bien. Oui, justement, j'essaie de bien comprendre pourquoi, selon vous, Alassane Ouattara fait subir aujourd'hui aux autres ce que lui a subi jadis. Il fait subir aux autres ce qu'il a subi jadis, mais en se trompant, mais alors d'une manière enfantine. Comment peut-on dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Comment un fonctionnaire international au Fonds monétaire international, vous êtes d'accord avec moi, ce que fut le président Ouattara. Sous une autre nationalité à l'époque. Oui. Comment peut-on être le représentant du Burkina Faso au Fonds monétaire international si on n'est pas burkinabé? Que l'on m'explique. Attendez. Il faut dire les choses telles quelles. Je ne les ai jamais cachées, je dis les vérités aujourd'hui. Non mais c'est extrêmement grave. Alassane Dramane Ouattara est plus burkinabé qu'ivoirien. C'est tout. Et il est président de la République de Côte Et il d'Ivoire. est président de la République de Côte d'Ivoire. Allez-vous l'expliquer. Et il accuse Tidiane Thiam de ne pas être ivoirien. En gros, c'est parce que, en gros, vous considérez alors que ce n'est pas à lui. Tidiane Thiam, il est né, il a grandi dans la maison du vieux. Mais c'est quelque chose d'impensable. Attendez, Robert Bourget, vous pensez que Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à sa nationalité burkinabé? Qu'il le prouve. Qu'il le prouve. Voilà. C'est-à-dire qu'il donne le papier de renonciation à la nationalité burkinabé. Vous l'avez vu? Non, bien sûr. Vous l'avez vu? Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Tant que je ne l'ai pas vu, je le dis. Vous dites que Alassane Ouattara... Il est plus burkinabé qu'ivoirien. Théo. Et justement, Alassane Ouattara se méfie aujourd'hui du Burkina Faso, qu'il accuse de vouloir, qu'il n'accuse pas ouvertement, mais dont il pense qu'il voudrait bien le déstabiliser, en se servant de son opposition. La question m'a été posée par un de vos confrères. J'ai dit ceci. Ne vous étonnez pas que les régimes militaires fleurissent un peu plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais justement, Robert Bourgi, l'opposition également a une responsabilité face à l'attitude d'Alassane Ouattara, parce que si un affrontement très fort naît avant, quand il y avait un affrontement fort entre les politiques, les militaires prenaient le pouvoir pour un an, comme Robert Gueye, comme au Niger, les militaires l'ont fait, mais aujourd'hui, les militaires s'imposent. Donc, la montée des tensions politiques peut conduire à la perte du pouvoir par la classe politique dans son intégralité.
Ça n'est C'est pas- une nouvelle donne qui ça- n'existait ça pas en n'est- 2000, qui n'existait pas dans les années Ça n'est 90. pas à écarter parce que vous savez très bien que l'irruption des militaires sur la scène politique est due à la faillite du pouvoir civil. Si le pouvoir civil avait réussi au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il n'y aurait pas de régime militaire. Il n'y aurait pas de régime militaire. Si Alpha Condé n'avait pas échoué par tous les côtés de l'aventure, il n'y aurait pas le général Doumbouya aujourd'hui. En gros, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, les Bugatti qui misent sur les 2 chevaux, c'est peut-être aussi leur intérêt de maintenir la politique dans le domaine civil et de lui donner toutes les chances, parce que si elle mise sur le rapport de force, comme au Gabon, peut accoucher d'Oligui Nguema. C'est-à-dire qu'au Gabon, l'opposition civile était dans le rapport de force avec Ali Bongo. C'est Oligui Nguema qui a gagné. Partout au Sahel aujourd'hui, les opposants au président qui sont tombés se retrouvent hors jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une sagesse de 2025 en Afrique alors qu'il y a une sorte de banalisation des pouvoirs kaki? La solution de sagesse, Théo et Norbert, il s'agit aujourd'hui du souci majeur que nous avons, c'est l'avenir incertain de la Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une élection le 25 octobre 2025. La sagesse aurait voulu qu'il y ait d'autres candidats Absolument. que les 4 chevaux. Parce que sur quoi se fonde Chantal Camara pour éliminer les mastodontes? Vous croyez que le président Gbagbo n'est pas capable d'avoir tous les parrainages? Ça semble effectivement un peu de vous à délirant moi. de l'imaginer. Vous ne croyez pas que Tidiane Thiam a eu les parrainages Bon, voulus? lui, il n'a pas été accusé à Non, mais cet enfin, égard. Mais justement, ils l'ont éliminé. Robert Bourgi au Cameroun, c'était un peu le même logiciel qui a été utilisé. Maurice Kamto a été mis de côté par des artifices. Attendons de voir ce qui va se passer dans un mois. Et au Cameroun, Maurice Kamto reçoit les candidats qui ont été admis et sans doute choisira l'un d'entre eux pour porter sa colère. Théo, je ne dis pas que vous avez tort, c'est la réalité. Je suis l'actualité, peut-être moins bien que vous, vous êtes Camerounais. Mais lorsque le président Gbagbo, depuis 48 heures, reçoit tout le monde, tous les chefs de parti, vous croyez que c'est pour leur dire qu'il faut ajouter un turbocompresseur aux 4 chevaux? Vous croyez que ça? Vous croyez cela? Peut-être. Non. Le Messie reste le Messie. Le Messie. Mais on n'est pas en religion, Robert Bourgi. Non, le Messie, non. Le Messie au sens symbolique du terme. Laurent Gbagbo, il a une équation personnelle, une personnalité qu'aucun Ivoirien, qu'aucun homme politique, fût-il 100% ivoirien ou 80% burkinabé, ne possède. Mais puisque vous filez la métaphore religieuse, David a vaincu Goliath, donc les 2 chevaux peuvent arriver à bout des Bugatti. Théo, je vous aime parce que vous êtes un homme intelligent et fin. Je confirme cette information. Norbert, peut-être la dernière question. Non, moi je voudrais revenir à la France parce que Robert Bourgi, vous restez, je le répète, même très bien informé et très introduit. Vous êtes peut-être même encore et toujours un visiteur du soir, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pourrait être demain, avec un nouveau gouvernement, la position de la France au sujet de ce dossier ivoirien? Je vais vous répondre. Le nouveau Premier ministre et le Premier ministre est un fidèle du président Macron. Mais j'ai vu Jacques Lecornu grandir. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu grandir à l'UMP. Regardez son âge et regardez le mien. C'était un gamin qui venait, content de serrer la main à Chirac,
content de serrer la main à Sarkozy, et qui est un poulain, ne l'oubliez jamais. De Nicolas Sébastien Lecornu est un fidèle, un poulain de Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Donc, Sarkozy Et peut- est un fidèle de, attention, c'est un fidèle de Macron, de Macron. mais il est avant tout, avant d'aller rejoindre en 2017 le président Macron, il était un poulain de Sarkozy à l'UMP. donc Nicolas Sarkozy peut contribuer à arranger ce qu'il a gâté. Il a gâté quoi? Bah, Côte 2011. d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, je vous ai dit qu'il avait un mandat des Nations Oui, Unies. Non, mais Le mandat pas à des nous, Nations pas à Unies, nous, Robert Bourdin, pas à nous. J'ai assez dit Le mon mandat des désaccord. Nations- Pas Non, à je nous. l'ai. Le mandat des Nations Non, Unies non. n'incluait pas un changement de régime. Ce n'est pas vrai. On peut relire J'ai assez les dit résolutions des Nations mon Unies. désaccord avec le président Sarkozy. Je l'ai assez dit, Urbi et Orbi, mon désaccord lorsqu'il a décidé de vitrifier. Je le revois encore sautant de son fauteuil. Il était en bras de chemise. Mon Dieu. Quand je ne sais pas si sur votre plateau, j'ai dit ceci. Lorsque le président Sarkozy, au pire moment de la guerre entre les rebelles et le pouvoir légitime qu'incarnait Laurent Gbagbo, me fait venir et il me dit « Appelle Laurent, ton ami Laurent ». Et je lui dis « Mais à chaque fois tu me dis ton ami Laurent, mais c'est mon ami, mais ton ami, tu le dis d'une manière bizarre. Mais enfin, appelle ton ami Laurent et tu lui dis qu'il aura 30 millions CFA par mois, qu'il aura les honneurs dus à un ancien chef d'État, que s'il veut, comme il est historien, professeur d'université, il aura une chaire là où il veut, il voyagera partout dans le monde. Je lui ai dit, Nicolas, je connais mon ami Laurent Gbagbo. Enfin, il m'a dit, va chez Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, on traverse un couloir, le salon vert, et j'arrive dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée. J'appelle Laurent, et le colonel aide de camp de Gbagbo me dit, grand frère, je te passe le président. Et Laurent Gbagbo, je lui dis ce que le président Sarkozy m'a chargé de lui dire. Et Gbagbo me dit, tu dis à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Et Laurent, j'espère que tu vas regarder l'émission. Je sais que tu as tout confirmé de ce que j'avais dit à Alain, comment s'appelle-t-il? Celui qui a interviewé dernièrement Laurent. Alain Foucault. Tu as tout confirmé. Et il m'a dit une chose désagréable que je tairai. C'est entre lui et moi. C'est dommage. Non, mais je ne veux pas que mes petits-enfants entendent. Et... Un gros mot. Hein? Un gros mot. Un gros mot, voilà. Mais il est là, il vous regarde. Et il me raccroche au nez. Il me raccroche au nez. Bob, ça suffit, boum, après un gros mot. Et ce que je n'ai jamais dit, j'ai éclaté en sanglots. En sanglots parce que ça venait de Laurent. En sanglots parce que je savais ce qui allait se passer. Claude Guéant m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Robert, c'est la politique. Je lui ai dit, c'est très dur, Claude, pour moi, en pleurant. Et il me dit, je lui ai dit, tu m'accompagnes chez le président? Il me dit, non, tu y vas seul. Et je suis allé seul vers le président. Je suis rentré, toujours sur le canapé, je suis rentré. Et il me dit, alors, ton ami? Je lui ai dit, il a tout rejeté. Je lui ai dit, Nicolas, s'il te plaît, je te connais. Écoute-moi simplement. La CEI dit qu'il a gagné, que Alassane a gagné. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui sacre le président, le nouveau président. Comprends-le. Et même Laurent Gbagbo demande à ce qu'il y ait un recomptage des voix. Absolument. Il était sur le
Il a bondi. Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Oh. Là, j'ai compris. Et donc aujourd'hui, en même temps, on peut dire que aujourd'hui, il s'en repent. Moi, non, ne me faites pas dire ce qui n'est pas vrai. J'ai pas dit qu'il... Non. J'ai pas dit... J'ai dit, je répète et je redis, qu'aujourd'hui, si conseil lui était demandé, il agirait autrement. C'est-à-dire Il ferait tout pour éviter les dégâts. Non, mais je note, Robert Bourgi, que Laurent Gbagbo... Il ferait tout pour éviter les Laurent dégâts. Gbagbo... Et de toute façon, je ne suis pas dans le secret du président Macron. Le président Macron ne fera pas ce qui a été fait du temps du président Sarkozy. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'il tiendra compte de l'opinion publique française. Aujourd'hui, vous avez Mélenchon. Aujourd'hui, vous avez un parti socialiste puissant. Et Laurent est tout. Il est socialiste avant tout. Hollande ne laissera jamais faire quoi que ce soit contre la démocratie. Je dis bien contre la démocratie. Et ça n'est pas démocratique, la décision qu'a prise la présidente du Conseil constitutionnel. Il y a un article 55, bon Dieu, il est là l'article 55. Applique-le. Elle va chercher les tu as marché sur le pied de ta voisine, tu as accroché. Non. L'article 55, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat. Notre émission touche à sa fin. Quel dommage. Parce que nous sommes dans la limite excusez-moi de m'être emporté. d'une heure. Merci Robert Bourgi de nous avoir parlé. Je note que Nicolas Sarkozy n'a pas vitrifié Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est toujours sur le terrain. Non, c'est le terme. Non, la vitrification, c'est conduit à la mort. À Hiroshima, il y a eu vitrification, il y a eu 80 000 morts. Donc, ce qui veut dire que l'avenir n'est écrit nulle part, que David peut vaincre Goliath. Mais j'ai une chose à vous dire, laissez-moi terminer aussi. J'espère revoir la Côte d'Ivoire avec un autre chef d'État qu'Alassane Dramane Ouattara, qui pourrait s'appeler Laurent Gbagbo ou qui pourrait s'appeler Tidjane Thiam. Merci beaucoup Robert Bourgi d'être revenu sur le plateau de Décrypter l'Afrique, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.